10 puissance moins 6, c'est le coefficient de friction mesuré entre deux surfaces de graphite dans un laboratoire de Pékin. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est 10 000 fois inférieur au frottement d'un patin sur de la glace. Et dans certains cas, ce coefficient est devenu négatif. Non pas faible, pas très faible, mais négatif. Comme si la surface poussait l'objet au lieu de la freiner. Publié en février 2026 dans Physical Review Letters, ce résultat vient de briser une barrière que des physiciens considéraient comme infranchissable depuis 20 ans. Bonjour à tous. Alors, pendant que cette équipe éliminait le frottement du monde réel, une autre équipe de l'autre côté de la planète publiait un article qui prétend avoir résolu un problème encore plus fondamental. Pourquoi la réalité existe? Pas métaphoriquement, mais littéralement. Pourquoi vous et la personne à côté de vous êtes d'accord sur ce que vous voyez? Parce que vous savez, en mécanique quantique, en physique quantique, ce consensus n'a rien d'évident. Il ne devrait même pas exister. Deux percées, un point commun visible, et une révolution silencieuse que personne ne regarde. Alors, messieurs, dames, nous allons commencer par la réalité, parce que c'est sans doute le sujet le plus étrange. Philip K. Dick, donc un grand auteur de science-fiction américain que vous connaissez sans doute, résumait la situation ainsi à l'époque. Il disait « La réalité, c'est ce qui continue d'exister quand on arrête d'y croire ». Ça semble limpide, n'est-ce pas? Sauf qu'en physique quantique, c'est un cauchemar, et pour comprendre pourquoi, il faut s'attaquer à un concept que même les physiciens ont du mal à définir aujourd'hui. Le cœur de la mécanique quantique, c'est la fonction d'onde. C'est l'outil mathématique qui permet de calculer les probabilités d'un résultat de mesure. Le problème, c'est que personne ne s'accorde sur ce que cette fonction d'onde représente réellement. Pour certains physiciens, elle décrit ce que font les particules, et pour d'autres, elle décrit uniquement ce que l'on observe des particules. La différence est colossale. Dans le premier cas, la mécanique quantique parle du monde tel qu'il est. Dans le second cas, elle ne parle que de nos perceptions. Et si c'est le cas, la physique ne décrit pas la réalité, elle décrit un consensus subjectif. Il existe même une interprétation appelée le cubisme, défendue par des physiciens, notamment le physicien Chris Fuchs, qui va jusqu'au solipsisme pur. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails ou termes techniques, je veux que tout le monde comprenne, mais dans cette interprétation-là, l'idée centrale c'est la suivante. Les probabilités en mécanique quantique ne décrivent pas des propriétés objectives du monde, mais plutôt les croyances entre guillemets personnelles d'un agent sur qui il va observer. Alors vous le voyez, il y a plusieurs interprétations. Selon elle, la seule chose dont vous pouvez être certain, c'est que vous existez. Tout le reste est optionnel. C'est la seule interprétation de la mécanique quantique qui intègre un service après-vente. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas réel, en quelque sorte. La majorité des physiciens contournent le problème avec un slogan assez célèbre qui dit « Tais-toi et calcule ». Cela fonctionne très bien pour publier des articles, mais beaucoup moins pour comprendre ce qu'on fabrique. Et ce détail paraît anodin, mais il ne l'est pas du tout. Parce que ces dernières années, plusieurs théorèmes ont démontré que dans certaines configurations, deux observateurs appliquant correctement les lois de la mécanique quantique peuvent arriver à des conclusions contradictoires sur ce qu'il s'est passé. Pas des différences d'interprétation, des contradictions logiques. L'un dit par exemple le résultat est A et l'autre va dire le résultat est B. Et tous les deux vont avoir raison selon les équations. La théorie qui est censée décrire la réalité produit des situations où il n'existe pas de réalité cohérente. Le nœud du problème, c'est qu'un détecteur est lui-même fait de particules. Il devrait lui aussi obéir aux lois de la quantique. Mais si on applique la mécanique quantique au processus de mesure lui-même, tout s'effondre. En février 2026, une équipe de physiciens de University College de Dublin, de l'Université de Palerme et de Los Alamos ont publié dans Physical Review un article qui propose une solution justement. Leur approche s'appuie sur un concept bien connu du domaine qui s'appelle le darwinisme quantique, qui est une théorie développée par Zurek il y a environ 25 ans. Alors, le principe est fascinant. Un système quantique interagit en permanence avec son environnement, les photons, les molécules d'air, les champs électromagnétiques. Et cette interaction imprime des copies de l'information du système dans l'environnement. Exactement le principe de la sélection naturelle de Darwin. Parmi toutes les configurations quantiques possibles, celles qui survivent sont celles capables de se reproduire de manière redondante. Vous lisez ces mots en ce moment en interceptant une fraction des photons émis par votre écran. Quelqu'un d'autre, depuis un autre angle, intercepte des photons différents. Et pourtant, vous lisez la même chose. Le darwinisme quantique explique pourquoi. Ce qui est nouveau, c'est que les auteurs ont combiné ce formalisme avec les outils de la métrologie quantique, l'information de Fisher quantique, pour calculer à quelle vitesse cette objectivité classique émerge. Bon, en clair, dit très simplement pour que tout le monde comprenne, la nouveauté c'est qu'ils ont mélangé cette théorie avec un outil de physique quantique pour mesurer précisément à quelle vitesse le monde devient classique, c'est-à-dire à quel moment les choses commencent à avoir un état stable et objectif, comme dans la vie de tous les jours.
Leur résultat est remarquable. Avec des mesures optimales, la réalité se solidifie à un taux exponentiel. Il suffit de très peu d'interactions pour que le consensus s'installe, et même avec des mesures imparfaites, les observateurs convergent. C'est pour ça que le monde nous paraîtrait solide et déterminé. Ce résultat s'ajoute à une confirmation expérimentale obtenue en 2025 avec des circuits supraconducteurs quantiques, où des chercheurs ont directement observé la structure ramifiée des états quantiques qui soutiennent la classicité. Le livre de Zurek, publié chez Cambridge University Press, a d'ailleurs remporté le prix PROS 2026 en sciences physiques. Et un article récent de Quanta Magazine va jusqu'à suggérer que cette approche pourrait réconcilier les deux grandes interprétations rivales de la quantique aujourd'hui. Donc l'interprétation de Copenhague d'un côté et les mondes multiples de l'autre. Il y a toutefois une faille sérieuse. Le darwinisme quantique exige que l'on définisse à l'avance ce que c'est que le système et ce que c'est que l'environnement. Or, en mécanique quantique, cette frontière n'existe pas naturellement, on doit la tracer soi-même, ce qui revient d'une certaine manière à injecter la réponse dans la question. C'est la critique principale, formulée notamment par Ruth Kashner, qui dit la chose suivante en quelque sorte, que l'on n'a pas tant résolu le problème qu'on l'a déplacé. L'article est probablement irréprochable sur le plan mathématique, comme beaucoup d'articles, mais la question philosophique fondamentale reste ouverte. Si la réalité est ce qui survit à la copie redondante dans l'environnement, alors les réseaux sociaux sont la chose la plus réelle de l'univers. On arrive à une sorte de paradoxe. On vient de voir que la physique théorique se bat pour comprendre comment les propriétés extraordinaires du monde microscopique s'effacent quand on change d'échelle. Tout le problème est là en fait, l'échelle. Or, il existe un domaine où exactement le même problème vient d'être résolu, non pas avec des équations mais avec des atomes, et la solution est spectaculaire. Le frottement, ce phénomène que vous subissez à chaque seconde de votre existence. Chaque moteur, chaque turbine, chaque roulement à billes, chaque piston perd de l'énergie sous forme de chaleur à cause du frottement. On estime qu'un tiers du carburant des véhicules de tourisme dans le monde sert uniquement à vaincre la friction. Un tiers. Et ce n'est que la partie visible. Le frottement cause l'usure mécanique qui impose le remplacement des pièces qui génère des coûts de maintenance colossaux. Le marché mondial des revêtements à faible friction pèse aujourd'hui environ 3,5 milliards de dollars et devrait dépasser les 5 milliards d'ici 2035. En 2004, des physiciens avaient découvert qu'en faisant pivoter les réseaux atomiques de deux surfaces de graphite, l'une par rapport à l'autre, la friction disparaissait quasiment. On appelle ça la superlubricité structurelle. Le problème, c'est que pendant 20 ans, cet effet n'a fonctionné qu'à des échelles microscopiques, invisibles à l'œil nu. Plusieurs chercheurs pensaient même qu'il était fondamentalement impossible de le transposer à notre échelle, à cause des défauts inévitables dans la structure cristalline et de l'élasticité des surfaces réelles, d'une table par exemple, d'une feuille, etc. Vous voyez le parallèle avec ce que l'on vient de raconter? C'est là que justement l'histoire prend un tournant inattendu. L'équipe de Quanji Zhang à l'université de Tsinghua a réussi à faire croître des films de graphite monocristallin avec des grains de la taille millimétrique. En combinant cette croissance avec un empilement contrôlé couche par couche, ils ont créé des interfaces quasiment sans défaut, où les atomes restent en contact intime sur des surfaces visibles à l'œil nu. Le résultat, nous avons un frottement qui fluctue autour de 0, y compris sous des charges allant de 1 millinewton à 0,5 newton. Les chercheurs ont calculé qu'un éléphant adulte posé sur cette surface-là pourrait être mis en mouvement par une force équivalente au poids de 2 œufs, ou une légère brise. Et ça, ce n'est pas un accident limité à un seul matériau. Le phénomène a été observé sur plusieurs interfaces de matériaux, et non pas que l'interface graphite-graphite. C'est là que l'intérêt industriel explose. Et ce point-là est vraiment crucial. Le 6 mars 2026, une autre publication dans Physical Review X impliquant la même équipe de Tsinghua a démontré que l'on pouvait isoler la friction électronique, donc un type de friction causée non pas par les vibrations atomiques mais par les interactions entre électrons, et pouvoir la contrôler en temps réel. En appliquant une tension électrique, on module la friction. En appliquant une pression mécanique, on la supprime entièrement. C'est la première fois que l'on peut piloter la friction d'un matériau comme on règle le volume d'un haut-parleur par exemple. Et le 11 mars, l'Institut Fraunhofer en Allemagne a lancé le programme BioSlide, doté de 3,3 millions d'euros, pour transférer la recherche sur la superlubricité vers des matériaux biosourcés. Aux États-Unis aussi, le laboratoire national Doc Reich a breveté un revêtement à base de nanotubes de carbone qui réduit le coefficient de friction de l'acier sur l'acier d'un facteur 100 et maintient la superlubricité sur plus de 500 000 cycles de frottement. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est de l'ingénierie réelle aujourd'hui. Parce que ces deux sujets, donc la nature de la réalité quantique et l'élimination du frottement, posent exactement la même question fondamentale. Comment les propriétés du monde microscopique se manifestent-elles à notre échelle ?
Pendant des décennies, la superlubricité était un phénomène confiné à des contacts de quelques microns. Le darwinisme quantique était une idée séduisante mais invérifiable. Ce qui vient de se passer dans les deux cas, c'est le franchissement de la barrière entre l'infiniment petit et le monde macroscopique. Pour la superlubricité, la clé a été la pureté des interfaces cristallines. Pour la réalité classique, c'est la redondance de l'information dans l'environnement. Dans les deux cas, c'est la qualité du passage à l'échelle qui transforme une curiosité théorique en quelque chose d'applicable. Et c'est là que l'intelligence artificielle rentre en jeu. La science des matériaux est en train de vivre une transformation profonde, très profonde, portée par l'IA. Il y a quelques jours, le 15 mars 2026, des chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique d'ailleurs et de Los Alamos ont publié Thor, qui est un framework IA, donc un système IA qui résout en quelques secondes des calculs thermodynamiques sur le comportement des atomes dans les matériaux. Des calculs qui prenaient auparavant des semaines sur des supercalculateurs. La startup Periodic Labs, fondée par un ancien vice-président de la recherche d'OpenAI, a levé 300 millions de dollars pour de la découverte de matériaux assistés par IA. Des laboratoires autonomes, pilotés par des agents IA, synthétisent et testent des composés sans intervention humaine. La science des matériaux est devenue le terrain de jeu favori des startups IA, et l'argent suit à un rythme spectaculaire. Ce n'est pas le genre de physique qui fait les gros titres, pas de trous noirs spectaculaires, pas de particules mystérieuses, pas de rivalité entre milliardaires de l'espace, mais des moteurs qui ne s'usent plus, une compréhension précise de pourquoi le monde existe tel qu'il est, et des outils IA qui compriment en semaines ce qui prenait des décennies. Ces avancées ne font pas trop de bruit, vous le voyez, elles s'installent progressivement, et dans le cas de la superlubricité, avec très peu de friction. Messieurs, dames, si ces sujets vous passionnent, si vous voulez comprendre comment l'intelligence artificielle transforme non seulement la recherche fondamentale, mais aussi des dizaines et des dizaines de métiers et d'industries, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.